les ads, c'est pas pour tous les produits. Il y a plein de produits que je vois ou de marques où ils n'ont pas assez de marge par rapport à la concurrence pour faire de la pub. Donc, il y a ça aussi qui est important. Faut pas penser que la pub est magique, ça va augmenter nos ventes et notre visibilité. Oui, ça peut augmenter les ventes et la visibilité, mais c'est pas pour tout le monde. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Julia Simonetta, notre directrice e-commerce. J'ai l'immense plaisir de recevoir avec Julia Tariq Beradamima, qui est le fondateur de M19. Salut Tariq, ça va? Salut, très bien et vous? Ça va, merci. Et toi, Tariq? Parfait. M19 est un outil d'optimisation, d'automatisation d'ads et d'opérations sur Amazon. Et dans le cadre de cette série spéciale sur la marketplace Amazon que j'anime avec Julia, cette série spéciale, il nous semblait important de parler aussi et de donner la parole à ces outils, de vous faire comprendre, chères auditrices, chers auditeurs, eh bien qu'il y a plein d'outils à votre disposition pour optimiser vos campagnes et aller plus vite, vendre mieux, vendre plus sur Amazon. M19 est une de ces applications, la meilleure, mais il le dira pas lui-même, la meilleure, et je remercie infiniment Michael Weiss de Shapeart pour l'introduction. Vous faites d'ailleurs partie tous les deux d'un groupe qui s'appelle le groupe Robespierre. Tu peux nous en dire un mot? C'est une société secrète ou pas? C'est une société semi-secrète. Donc c'est un groupe d'e-commerçants en France. On se réunit toutes les semaines pour discuter de sujets et partager des best practices. Et on a des séminaires tous les 2-3 mois où on se réunit et on fait des choses marrantes tous ensemble. Et tout le monde peut joindre? Il y a des critères qui sont la taille et l'esprit. Il faut que ça matche avec les membres. Ouais. Donc on a un process de review, 2-3 interviews. Et voilà. Et vous êtes combien dans le groupe? C'est un petit groupe, hein. Aujourd'hui, on doit être 8 ou 9. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, c'est un groupe que je trouve hyper intéressant parce que le principe, c'est le partage. Et tu peux que joindre si tu acceptes, en gros, d'ouvrir tes livres, quoi. Exactement. Et c'est ce qu'on essaie de vérifier pendant ces interviews. Est-ce qu'on a le même mindset? Est-ce qu'on est tous dans le partage? Et est-ce que c'est agréable aussi de discuter et partager avec la personne qui souhaite intégrer? D'égal à égal, et surtout d'ouvrir le capot, limite d'en donner l'accès aux autres, quoi. Exactement. Je crois que c'est le cas, hein. Certains ont accès à d'autres. Ah bah ça parle très ouvertement. Ouais. Tout le monde connaît les chiffres de tout le monde. On fait des audits internes croisés. On se fait des sessions même. On essaie de bâcher les fiches produits de chacun. Enfin, pour donner un exemple, c'est très c'est très agréable. J'y pense, mais chères auditrices, chers auditeurs, on organise des audits, les audits du panier, où on audite des sites. Ce serait marrant de faire des audits de fiches, tu vois, de fiches Amazon. Un audit spécial avec toi ou avec Michael, ou en tout cas un membre du groupe Robespierre, ça pourrait être fun. Très heureux de te recevoir sur le panier. Est-ce que, alors d'abord, pourquoi créer des outils comme M19? Alors, un outil comme M19 permet de faire plusieurs choses. La première, c'est de faciliter les opérations des ads. Donc, pour promouvoir ces produits sur Amazon, on sait tous que plus de la moitié de l'espace est sponsorisé. Pour apparaître, il faut payer. Et donc, c'est un budget aujourd'hui qui représente entre 5 et 15% du CA global sur Amazon qui est dédié aux ads.
Donc on a envie que ces 5 à 15% soient bien optimisés. Donc on a besoin d'un outil pour choisir le bon mot-clé pour le bon produit au bon moment. Donc il y a un souci d'optimisation. Le deuxième, c'est l'optimisation de temps. On a envie de le faire d'une manière où on n'y passe pas la journée. On n'a pas envie d'aller chercher mot-clé par mot-clé et le faire. Et il y a aussi un avantage à avoir un outil qui permet une meilleure visibilité de ce qui se passe. Donc des dashboards et des rapports à télécharger sur Amazon, il y en a vraiment centaines, j'exagère même pas, qui sont dans plein d'endroits différents. Les regrouper et les afficher de manière utile et qui facilite les opérations est aussi un plus pour un outil qui gère les ads. Donc il y a du reporting, il y a de l'optimisation de perf et l'optimisation de temps. Super, c'est une boîte que vous avez fondée quand ? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Toi, t'as passé pas mal d'années chez Criteo. C'est presque un prolongement de l'expérience, non ? Tout à fait. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a commencé. On était un groupe de camarades en R&D. À Criteo, on travaillait sur des algos de retargeting, optimisation Google Ads, et c'était le début de Amazon Advertising API. Enfin, l'API, c'est le point d'entrée pour se connecter avec Amazon de manière programmatique. Et on s'est dit, on veut monter une boîte, on sait comment travaillent ces algorithmes, on sait comment les optimiser sur Google et en retargeting. Pourquoi pas essayer côté Amazon ? C'est tout neuf, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. On peut avoir une longueur d'avance puisqu'on a pas mal essuyé les plâtres sur d'autres plateformes. Et c'est comme ça qu'on s'était lancé. 4 geeks qui se lancent. C'est intéressant de la part d'Amazon, tu sais, d'ouvrir une API sur la partie ads en se disant qu'en fait des développeurs comme vous et d'ailleurs vous avez été le premier en Europe à être advanced partner sur Amazon Advertising. C'est intéressant qu'ils ouvrent les API en se disant que des gens comme vous vont faire un meilleur boulot qu'eux en termes d'interface, d'optimisation, de recherche, de digging, de dashboard, de rendu, de rapport que eux-mêmes. Tout à fait. Mais pardon, excuse-moi, la fin de ma question c'est la question c'est un peu risqué quand même de se lancer comme un third party. Ouais. Effectivement, il y a toujours ce risque. Du jour au lendemain, Amazon ils peuvent nous tuer s'ils veulent. Donc en nous coupant les accès, c'est pas dans leur intérêt parce que l'autre truc que je voulais dire c'est ils l'ouvrent aussi parce que on accompagne et on évangélise par rapport à la publicité. La majorité de nos clients, des utilisateurs de M19 ou autres solutions, dès qu'ils sont rassurés et ils ont du contrôle sur leur budget et ils voient l'impact de leur budget, ils lâchent les vannes. Enfin, ils dépensent plus et donc c'est dans l'intérêt d'Amazon. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on était, pas que pour ça, mais les premiers à avoir l'Advanced Partner, d'ailleurs pas qu'en Europe, mais dans le monde, parce que nos clients, ils ont même plus, la majorité, 90%, opèrent sans budget par mois. C'est open budget. Et ce qui leur importe, c'est juste la performance. Tant qu'ils rentrent dans leur coût et le retour sur investissement est bon, il n'y a pas de budget. Et donc, des acteurs, des third parties comme nous, ou des outils ou des agences qui rassurent par rapport à ça, ça ne fait que augmenter les investissements côté Amazon. Et c'est ce que cherche au final Amazon. Cool. Alors, juste pour dresser un petit tableau, un portrait de la société, tu m'as dit créé il y a 4 ans, vous êtes 12-13 Exactement, à date. 12 ou 13 non, ça dépend. Non, je t'emmerde. 12 ou 13, vous êtes un tout petit tour de table en seed avec les fondateurs de Criteo, puis autofinancé depuis, donc c'est très beau. Et aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Alors, 200 clients payants. Tout à fait. 4000 comptes Amazon branchés à la plateforme. Et surtout 300 millions d'euros d'ad spend annuel qui passent par la plateforme. Alors, qui passe par le gérer. Exactement. Ouais. Je sais pas si c'est des euros ou des dollars, mais. Ah oui, pardon, c'est. Mais bon, le taux de change actuel. 300 millions plus ou moins. Ouais, voilà. Impressionnant. Comment t'as géré ce développement ? On a eu pas mal de chance déjà. On était là au bon moment. On a fait aussi les bonnes rencontres au bon moment. On a fait des conférences en Europe dès la première année, deuxième année, où on y était. Et on a rencontré des agences et des influenceurs dans l'écosystème qui ont très vite vu le potentiel d'une solution comme la nôtre, qui ont testé, ils ont vu les résultats.
On a eu quelques logos très vite aussi, des gros logos. Pareil, on a pu démontrer de la perf très vite. Et aussi ce que je disais au début, l'avance technologique qu'on avait, on avait pas mal essuyé les plâtres et on savait plus ou moins comment ça marchait. Donc au bout de 3-4 mois de développement, on avait déjà une version qui était up and running, mais que du back-end, sans l'interface, juste la partie technique, et on pouvait déjà opérer des comptes sans avoir la partie visuelle de l'outil. Donc on a eu de la chance, les rencontres, on a fait des conférences en Europe, on a eu des beaux logos très vite parce que on avait de la perf et le fait d'avoir un truc qui tourne assez rapidement, qui nous a aidé à bien grossir. Ok, et du coup, moi je voudrais revenir sur la partie ce que ça apporte aux annonceurs et aux marques. Tu parlais d'une meilleure lisibilité de mes résultats, d'optimisation de campagne. Concrètement, je suis un marchand, je vends sur Amazon. Qu'est-ce que je vais pouvoir lire et faire avec M19, si tu as quelques exemples, versus si moi j'ai les mains dans mon seller central et dans mon reporting de campagne? Ouais. Donc le cas le plus simple à comprendre, c'est déjà avoir un dashboard où on a au même endroit les données de publicité et de retail, les ventes totales, sponsorisées et organiques. Déjà rien que cette vue-là, on peut pas l'avoir sur Amazon. Donc voir dans un même endroit combien j'ai investi, combien ça m'a rapporté en pub, quelle est la proportion de mes ventes sponsorisées par rapport aux ventes totales, quel est mon taux de conversion sponsorisé, mon taux de conversion organique, quel est mon niveau de stock, quels sont mes fees Amazon, tout dans un même endroit où je peux l'avoir au niveau produit ou SKU. Rien que cette vue-là, ça apporte beaucoup de valeur. Je suis d'accord, c'est vrai qu'aujourd'hui dans Amazon, on a vraiment le management des campagnes sponsorisées et les ventes qui sortent de ces campagnes, et à côté, les ventes totales, mais j'ai pas l'impact de mes campagnes. Du coup, je peux mesurer mon TACoS avec votre outil. Exactement. On peut peut-être juste rappeler aux auditeurs le TACoS et l'ACoS. Donc, il y a deux concepts clés, hein, ACoS et TACoS. Donc, l'ACoS, c'est l'inverse du ROAS. Amazon, ils aiment toujours changer les choses et arriver avec leurs propres KPIs. L'ACoS, c'est l'investissement média par rapport aux ventes sponsorisées. Donc, c'est l'ad spend, combien on a dépensé en publicité par rapport aux ventes sponsorisées que ça a rapporté. Donc, ça, c'est l'ACoS. Le total ACoS, le TACoS, c'est l'investissement publicitaire par rapport aux ventes totales, pas que les ventes sponsorisées. Donc, on prend en compte ventes sponsorisées plus ventes organiques. Et du coup, l'ACoS, c'est juste l'inverse du ROAS, retourne en ad spend, qui est 1 sur l'ACoS. D'accord. Ok, du coup, tu nous disais, donc j'ai dans un même dashboard mes KPI de suivi de campagne et mes ventes organiques. Exactement. Super important, super utile. Dans ces mêmes dashboards, d'ailleurs, on vient de sortir une version qui était... on connaît aucun outil qui propose cette vue, où non seulement on affiche des métriques de vente et de publicité, mais on leur rajoute l'évolution dans le temps avec des événements marquants niveau produit. Par exemple, j'ai mon produit qui a changé de catégorie, ou j'ai apporté un changement à mon titre ou à mon image. C'est des événements où j'ai changé mon prix. C'est des événements qui sont tellement importants qu'ils peuvent avoir un gros impact sur mes performances, qu'on a envie de les visualiser au même endroit. Donc, quand je regarde pour un produit donné l'évolution de mes ventes ou mes taux de conversion, le jour où je fais un changement d'image, je veux sur le même graphe voir qu'il y a eu un événement ici, pour que j'ai pas à aller chercher partout, à prendre des notes quand je fais des actions. Ça me permet de trouver des corrélations entre ça augmente, ça baisse, et ce que je fais en opération sur mes fiches produits ou autres. J'ai tous mes facteurs d'évolution de performance sur un même dashboard, en fait. Ouais, presque tous. Presque tous, ouais. Parce que effectivement, c'est un peu infini. Et t'as aussi des facteurs qui sont externes, qui sont reliés à la concurrence. Donc un concurrent qui est en rupture de stock ou qui change drastiquement ses prix, ça peut impacter ta perf. Donc il y en a quelques-uns qu'on n'a pas encore.
mais la majorité qui sont par rapport à ta propre fiche produit, par rapport à ton BSR, Bestseller Rank, enfin ton ranking dans la catégorie. Est-ce que tu peux expliquer BSR, oui, s'il te plaît? Donc le BSR, c'est encore une métrique Amazon qui permet de situer un produit par rapport à sa catégorie. Si je vends des verres à vin, dans la catégorie verre, mon produit, il est rang 20. Et du coup, c'est le 20e meilleur produit en nombre de ventes dans la catégorie verre. Et du coup, ça me permet d'estimer, en regardant le BSR de mes concurrents dans la catégorie, d'estimer un potentiel de vente. Exactement. À quel point ils vendent plus ou moins que moi. Et tu peux aussi, j'imagine, aller voir d'autres catégories dans lesquelles tu ne vends pas. Exactement, oui. Ce qui est hyper important, chers auditrices, chers auditeurs, pour aller justement, peut-être que dans la catégorie d'à côté, j'aurai plus de chances de performer s'il y a moins de concurrence ou moins. Enfin, ça me permet en tout cas d'avoir cet insight, cette data qui me permet de choisir l'optimisation de ma fiche produit. Ok, donc là, du coup, on est dans du lancement de produit ou du changement de catégorie pour l'optimisation du positionnement dans la catégorie. Je parlais optimisation produit existant. Après, effectivement, on a un peu de marge pour jouer sur la catégorie. En réalité, ce qu'on a vu, c'est que ça marche moyennement bien, à part d'avoir des ressources dédiées qui vont tout le temps changer la catégorie, forcer une catégorie, ouvrir des cas avec Amazon. Amazon, ils ont des algorithmes qui catégorisent automatiquement, qui recatégorisent automatiquement des produits dans des catégories. Donc, personnellement, bon, c'est à prendre avec des pincettes, je recommande pas trop d'aller forcer et essayer d'optimiser là-dessus, parce que c'est une guerre, c'est une bataille perdue d'avance, parce que tout le temps Amazon va remettre là où elle pense le produit doit être en catégorie, et ça on le voit assez souvent. Donc Amazon, il bouge souvent les catégories. Donc vaut mieux se concentrer sur le contenu de sa fiche produit, que ça soit le plus descriptif possible du produit, déclarer la catégorie, et ensuite ça va être Amazon qui va décider dans quelle sous-catégorie on va être. Oui, ouais, ok. Du coup, tu nous disais donc M19, j'ai une meilleure lisibilité de mes performances parce que je regroupe dans un même dashboard plusieurs critères. Je gagne aussi du temps. Ensuite, en termes d'optimisation de mes campagnes, est-ce que ça va me permettre d'être plus performant? Ouais, normalement oui, parce qu'un outil comme M19 ou autre qui se base sur de la donnée pour optimiser de la publicité, c'est assez simple à faire pour un algorithme, parce que ce que font ces algorithmes, c'est ils vont aller sur le niveau le plus fin qui est fourni par Amazon, qui est une intention d'achat, un terme de recherche et un produit donné, et je vais voir est-ce que, une fois que j'ai affiché un produit sur un terme de recherche, est-ce que ça a cliqué et si ce clic a généré une vente. Donc, sur chaque paire produit terme de recherche, l'outil est capable de voir est-ce que ça convertit. Plus ça convertit, plus l'outil va aller investir dessus parce qu'il estime qu'il y a une forte chance qu'il y ait une conversion si j'investis dessus. Et ces calculs-là, c'est des centaines de milliers d'opérations qui sont faites chaque jour pour faire ces estimations-là. Et c'est là où des outils d'automation qui utilisent des statistiques vont être beaucoup plus puissantes qu'un humain qui va aller dire ce mot-clé a l'air plus pertinent, je devrais investir dessus ou pas. Mais l'humain, il saurait pas est-ce que je dois augmenter de 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes et être réactif tous les jours par rapport à comment ça performe. Et comment ça réagit par rapport au marché et à la concurrence. Donc elle est là, la valeur qu'un outil va apporter dans l'optimisation des ads. Ok. Est-ce qu'il y a un minimum? Tu vois, je me lance demain et je commence à investir. Combien je dois mettre? Il n'y a pas un minimum d'argent. Je préfère parler de minimum de clics et de ventes. Quelqu'un qui se lance avec un produit ou quelqu'un qui se lance avec 20 produits va être, c'est deux cas très différents et chaque produit va dépendre. Est-ce que on est dans une catégorie où j'ai un mot-clé qui va capturer 80% du trafic, ou je suis dans une catégorie où l'intention d'achat est éclatée entre 10 mots-clés. Donc, moins de mots-clés j'ai et moins de produits à promouvoir, moins d'argent j'ai besoin pour faire de la pub et optimiser. Donc, ce que je dis souvent, c'est tant que j'arrive à avoir une dizaine de clics
pour un produit et un mot-clé donné, bon, le clic, on va dire, en moyenne, maintenant, il est à 30 centimes. Par quoi? Par jour? Par jour. On commence à être dans un scénario où on peut commencer à réfléchir à 3 optimiser. € par jour, 100 € par mois Pour un produit un mot-clé. et un mot-clé. Ouais. Ok. Et du coup, je suis un marchand. Je peux utiliser M19 dès le début? Oui. Enfin, toute la partie dashboarding, elle est vraiment très utile, très intuitive, simple, gratuite. Donc, ça donne une vision un peu PNL avec tous les coûts et les revenus Amazon. Donc, je recommande. C'est ouvert au public, c'est en self-service, c'est assez simple d'utiliser. La partie opération des ads, je recommande aussi d'utiliser, pas pour la performance, mais plus pour la simplicité et les garde-fous que ça va mettre. Dans M19, on raisonne plus par retour sur investissement. Donc, on n'a pas à se soucier d'aller chercher les mots-clés, mettre le bon niveau de budget par rapport à ce que ça me rapporte. Je raisonne toujours par rapport à ma marge. Donc, si je sais pas, j'ai 20% de marge en excluant les coûts de publicité, je sais que je peux me permettre si je veux break-even, je peux me permettre jusqu'à 20% de total à cost. Et du coup, c'est des raisonnements assez simples à avoir et à traduire sur une solution comme M19. Ouais, donc ça sera plus un gain de temps et des garde-fous par rapport au budget. Oui, ok. Hyper important. Enfin, t'as dit un truc, c'est une évidence. J'en suis certain pour vous toutes et tous, mais bien connaître la décomposition de vos marges et de vos coûts produits par canal de distribution, c'est crucial, évidemment. Et je peux vous inviter à écouter l'épisode de la hors-série Retail Wholesale avec Emilien Forêt de Cabaya, où on parle justement par canal de distribution de la décomposition des coûts. Voilà. Mais évidemment, connaître son taux de marge est crucial pour savoir combien tu peux dépenser et ton total à cost. Exactement. Surtout sur Amazon où tu peux dépenser tellement en ads et que tu as du mal à maîtriser vraiment ton coût ad the end, en fait, avec tous les frais Amazon à traquer, etc. Effectivement. Ouais, il y a les coûts d'ads, il y a les coûts de logistique, de storage, les returns, les cross-platform fees. Enfin, il y a énormément de coûts sur Amazon qu'il faut absolument centraliser dans un seul endroit pour voir est-ce que les ads est rentable. Enfin, les ads, c'est pas pour tous les produits. Il y a plein de produits que je vois ou de marques où ils n'ont pas assez de marge par rapport à la concurrence pour faire de la pub. Donc, il y a ça aussi qui est important. Faut pas penser que la pub est magique, ça va augmenter nos ventes et notre visibilité. Oui, ça peut augmenter les ventes et la visibilité, mais c'est pas pour tout le monde. Ça dépend de la marge et de la concurrence dans la catégorie. Et je fais une parenthèse, tout à l'heure tu disais un investissement en ads Amazon entre 5 et 20% des revenus sales. Quel est ton conseil là-dessus? Est-ce qu'il y a des phases, par exemple une phase de démarrage où j'investis plus, mais je suis un marchand, combien est-ce que je dois considérer que j'investis en ads par rapport à mon revenu? La France est différente de l'Europe. Pour moi, l'Europe, c'est UK et Allemagne. C'est là où c'est gros en Europe, qui est aussi différent des US. Donc, et d'ailleurs, c'est l'ordre d'intensité concurrentielle. France, moins concurrent. Enfin, il y a moins de concurrence que UK, Allemagne. Ensuite, il y a les US. En France, on peut encore se permettre. Je parle des moyennes, bien sûr. Il y a toujours des outliers, enfin des cas très particuliers où ça peut être différent. En moyenne, on peut encore se permettre un lancement de produit sans perdre d'argent ou break-even. En Allemagne, un peu moins. Aux US, on n'en parle même pas. Enfin, tu t'investis, tu perds de l'argent au début. Pour ton lancement de produit. Pour le lancement de produit. Parce que la phase d'ads va te coûter tellement cher pour ranker que tu sais qu'au début, tu seras pas rentable. C'est ça? Exactement. Et parce que aussi les ads, moins t'es ranké, moins t'es connu, plus ça te coûtera cher. Un produit qui se vend très bien, pour la même position, il va payer beaucoup moins que le produit qui se lance. Okay. Donc, non seulement on est en train de se batailler contre des produits bien installés qui ont des milliers d'avis, mais aussi ces produits-là, ils payent moins cher une position que moi je paierais 2 à 3 fois plus. Ouais, qu'un nouvel entrant. Et du coup, si on prend la France, où on peut encore être break-even au début,
combien je dois dépenser au début pour ranker. Je suis pas connue sur Amazon, mais j'ai éventuellement une auto ailleurs. Combien je dois considérer pour espérer ranker au début en année 1, par exemple? Si on peut pas allouer, encore une fois, à prendre avec des pincettes, c'est de ce que j'ai vu. Si on peut pas allouer au moins un 10% du CA sur Amazon au démarrage, ça me paraît compliqué de se lancer avec des ads en France. Donc, 10% du CA. Enfin, c'est toujours du relatif. Et la proportion, enfin le tacos, c'est juste le tacos. Le tacos aussi, il dépend énormément. Est-ce que c'est un produit avec repeat ou pas? Ok. Donc si c'est un produit où on sait que, je peux me permettre un tacos, même pour un produit établi, un tacos break-even, mais ensuite j'ai du repeat ou du save and subscribe, enfin les abonnements Amazon. Je peux même permettre du break-even et dégager de la marge sur la suite. Ouais, sur la suite, ouais. Du coup, on parle pas de marge unitaire, mais là, tu parles bien de la lifetime value que tu peux espérer sur ton client. Ouais. La lifetime value, c'est tout ce que va dépenser votre client sur la durée de vie qu'il a chez vous. Et s'il achète, je sais pas, un produit par mois pendant 12 mois, sa lifetime value, c'est 12 fois ta marge, en gros. Exactement. Donc, pour ces produits-là, il faut pas juste regarder le tacos. On peut aller chercher un tacos facialement pas joli, mais se permettre une bonne marge. Dit-il avec un grand sourire. Pas joli, ça veut dire que vous pouvez perdre de l'argent sur la première vente si sur la durée vous gagnez, quoi. C'est assez évident. Ok, mais c'est bien de le rappeler. Du coup, vous vous adressez donc à des petits marchands qui commencent et qui ont besoin d'investir 10% de leur budget ads pour ranker au début. Mais aussi à des plus gros marchands. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Comment vous pouvez les accompagner? Alors, et aussi des agences. Ok. Donc, comme on est un outil, on se positionne vraiment en pure techno. Donc, on propose pas de managed service. Il y a des personas, des gens, enfin surtout les gros logos ont besoin d'accompagnement, ont besoin de reporting custom, de gens avec qui parler. Et c'est pour ça d'ailleurs, plus d'un tiers de notre revenu est à travers des agences. Enfin, c'est des agences qui nous payent, ils utilisent nos technos. Les petits sellers, enfin les petites marques, ils sont en pur self-service. Donc la solution est gratuite pour eux. Ils ont accès à notre knowledge base et ils peuvent nous contacter si elles ont un problème ou enfin pour du support. On le propose aussi. On investit pour le futur. Enfin pour ceux qui vont grandir, ils auront besoin d'un plan payant. Et donc pour ces petites marques qui ont accès en self-service, c'est gratuit? C'est gratuit, ouais, tout à fait. Enfin, tous les reporting est gratuit et ils peuvent même avoir quelques automations de gratuites. Jusqu'à 10 000 euros de budget par mois, qui est déjà pas... C'est déjà un... Ouais, jusqu'à 10 000 euros. Oui. Ok. Et ils ont droit à avoir un compte de branché. Ok. Tu peux nous donner 2 exemples d'automation que vous faites, petites marques qui ont accès au self-service en gratuit? Ouais. Donc, une automation, ça peut être gère tout mon catalogue avec un ACOS cible ou un ROAS cible de 20%. Enfin, un ACOS cible de 20%. Ça, c'est une automation. L'outil va aller automatiquement pour chacun des produits du catalogue chercher tous les mots-clés, chercher tous les concurrents, estimer chercher les mots-clés qui convertissent bien, ceux qui convertissent moins bien, ajuster les enchères en fonction de à quel point ça convertit et ensuite ajuster les enchères en fonction du retour sur investissement par rapport à la cible souhaitée par l'annonceur. Donc tout ça va être fait de manière complètement automatique. L'outil va créer toutes les campagnes, changer les enchères et va mettre à jour ça tous les jours, de telle sorte à maintenir la cible du client. Ça, c'est un type d'automation. Il y en a d'autres sur d'autres types d'ads. Il y a plusieurs types d'ads. Il y a les sponsored products, là où on affiche dans les résultats de recherche au même emplacement que des emplacements organiques. Il y a des sponsored brands, là où on n'affiche pas qu'un produit, mais on affiche un logo et une phrase, enfin une headline. On peut faire de la pub aussi avec des vidéos. On a une vidéo qui va montrer notre produit, l'usage, et à côté il y a un produit. Donc chaque type d'ads, on peut avoir une automation dessus, et c'est
la même logique. Les clients, ils choisissent les produits à promouvoir, le type d'ads et le retour sur investissement cible. Et du coup, l'automation va déclencher les campagnes dédiées. Ok, donc Je fais juste une parenthèse. Je vous recommande d'écouter l'épisode qu'on a enregistré avec Julia. Donc c'est le premier de la série où on parle de tous ces formats. Celui de la vidéo, c'est lequel? Comment je le vois? Celui dont tu viens de parler. Ouais, donc Alors je montre mon écran à Tariq. d'ailleurs c'est la première. C'est ça, hein? Oui, Ok, tout à d'accord. fait. Ouais. Donc c'est l'espace brand. Donc, là en l'occurrence j'ai tapé Kabaya et vous avez en sponsorisé en haut au-dessus des résultats de recherche, en plus des résultats sponsorisés qui sont en dessous, la première ligne, presque toute la première ligne, il y a donc une vidéo et l'appel à aller visiter la boutique Kabaya, quoi. Ok, je te laisse reprendre, pardon. je t'en prie. Et du coup, ce qui est super important pour nos auditeurs, c'est que grâce à M19, je peux caper mon budget ads, en fait, en fonction d'un résultat minimum que j'attends. Oui, c'est possible, mais 90% de nos clients ne le capent pas. Ok, Parce que tant qu'on arrive à générer des ventes qui sont rentables, le budget pour eux est moins important. Tant qu'on est dans leur marge et qu'ils font du profit, ils disent ok, ben continue de dépenser et dépense plus. d'accord. Mais on a aussi la possibilité en parallèle d'avoir une cible de profit, avoir un budget en parallèle pour aller cibler un taux de marge meilleur. Si jamais on voit qu'on peut dépenser plus, on va aller cibler une rentabilité meilleure pour rester dans le budget Qu'on nous a donné. qu'on nous a donné. Si je me dis en phase de build, j'investis 10% En phase mon de bu- lancement, En phase de lancement, de build. Non, en phase de lancement, j'investis 10% de mes revenus, de mon revenu dans mes campagnes. Je peux caper, si je veux, ça avec M19 ou pas. Si je dégage plus de profit, autant pousser et pousser le test and learn. Ouais, donc ça peut être soit tu nous dis c'est 10%, et avec les 10%, on va continuer d'augmenter tant qu'on est dans les 10%. Soit en parallèle des 10%, il y a un budget. Et si on voit qu'on dépense ce budget-là tout en ayant 10%, on va aller cibler 9-8% pour ne pas dépasser ce budget-là. Ok, hyper clair. Et du coup, qu'est-ce qu'une bonne campagne de PPC pour un marchand? Une bonne campagne PPC pour un marchand, c'est une campagne qui n'est jamais en rupture de budget. Donc, si un marchand a des campagnes qui sont out of budget en milieu de journée, c'est que c'est mal. Il y a quelque chose à régler. Donc, il faut soit augmenter le budget, soit baisser les enchères, Ok. soit changer les ciblages. Il n'y a pas les bons ciblages dans la campagne. Donc, ça, c'est la première chose. Pourquoi je serais en rupture de budget? Parce que toute campagne dans Amazon, pour la configurer, il faut mettre un budget par jour. Oui, mais comment je serais en rupture de budget? C'est si par exemple je mets 10 € sur mon verre à vin et que le clic coûte 20 centimes et qu'à midi j'ai cramé tous mes clics, j'ai cramé mes 10 € parce qu'il y a plus de demandes que ce que me permet le budget, le budget va couper la campagne. Donc, ce qui vaut mieux, c'est que je me pose avant, que je regarde où j'en suis avec ma campagne et que j'adapte le budget ou la campagne. Ou après, une fois que j'ai vu que mon budget est épuisé en milieu de journée. Oui. D'ailleurs, Amazon, ils font un bon boulot maintenant parce qu'ils donnent plus d'insight par rapport à quand le budget a été épuisé. Et même en amont, ils donnent des recos sur faites attention, ce budget risque d'être épuisé. Une fois qu'on voit ce phénomène-là, on va aller dans la campagne et on va voir est-ce que la performance est acceptable à nos yeux. Si c'est le cas, il suffit au lieu de 10, je mets 20. Et je vois le jour d'après, est-ce que les 20 est suffisant ou est-ce que la performance me convient toujours. Et du coup, c'est ces trois actions. Soit j'augmente le budget, soit les enchères à l'intérieur de la campagne sont très agressives. Du coup, je vais aller cibler des ventes qui me coûtent moins cher, donc je baisse les enchères. Soit à l'intérieur, si j'ai par exemple 3 mots-clés, j'en ai un qui dépense beaucoup, qui me rapporte pas beaucoup de ventes, qui a un ACOS élevé, soit je vais l'arrêter, soit je vais baisser les enchères dessus. D'accord. Donc, premier conseil, une campagne qui n'est jamais out of budget. Exactement. Si tu avais un deuxième conseil? Deuxième conseil, celui-là, il est un peu technique, mais l'idée, c'est je veux pas que mes campagnes se concurrencent. C'est-à-dire que
dans un monde idéal, je veux que toute intention, que toute recherche d'un client soit capturée au plus par une campagne. Un exemple. Si je vends des verres à vin et que j'ai une campagne automatique où je fais la promotion dans mon verre à vin et j'ai une campagne manuelle où j'explicite que je veux capturer les recherches verre à vin en exact, si je configure ces deux campagnes-là en parallèle, elles vont se concurrencer sur la recherche verre à vin. Parce que verre à vin va être capturé en automatique et verre à vin va être capturé en exact. J'aurai 2 campagnes pour le même mot-clé. J'aurai 2 campagnes pour le même mot-clé. Et ce qui va se passer, c'est que en fonction de l'enchère que je mets dans chacune des campagnes, j'ai le trafic, enfin la publicité va passer soit dans une campagne, soit dans l'autre. Ou ça peut basculer d'un jour à l'autre, d'une campagne à l'autre. Et donc, j'ai de la donnée qui va être divisée en 2, alors que j'ai besoin d'avoir le maximum de données dans une campagne ou dans un mot-clé pour être plus précis sur la performance. Est-ce que mon terme de recherche, enfin, est-ce que cette recherche est rentable pour moi ou pas? Et est-ce que j'ai le bon niveau d'enchère? Donc, le deuxième conseil, c'est éviter d'avoir des chevauchements de campagne. Les chevauchements classiques, c'est campagne automatique avec des campagnes manuelles. Dès que j'ai du ciblage manuel que je mets en place, il faut l'exclure des ciblages larges. Bon, là, on commence voilà, il y a un peu technique là. On commence à être technique, mais si j'ai à retenir quelque chose, dès que j'ai une campagne automatique avec du manuel, tout ce qui est manuel, il faut l'exclure de l'automatique. Déjà, rien que si on fait ça, c'est déjà une très bonne chose. Pour ne pas se faire concurrence à soi-même. Pour ne pas se faire concurrence à soi-même et pour ne pas être dans un cas où j'arrive pas à lire ce qui se passe, à analyser mes résultats. Et question, quand je fais ça, est-ce que je fais monter l'enchère du mot-clé en plus? Ouais. Donc tu bides contre toi-même. Ouais. Même si Amazon... je sais pas si je dois dire ça, mais... enfin, quand tu demandes à Amazon, ils te disent non, tu fais jamais de la concurrence en interne, mais en réalité... de facto, et ça peut arriver, quoi. Ça peut arriver. Ouais. Ok. En tout cas, soyez vigilants. Ouais. À éviter. Et le dernier qui peut être très dangereux, c'est de jouer avec... Il y a des modulations de bid et des types d'enchères à l'intérieur des campagnes. Donc, on peut dire, je veux augmenter mes bids sur les placements top of search, rest of search ou product page. Enfin, page produit, comment on dit top of search haut de la recherche. Ouais. Ça veut dire premier résultat? Premier résultat, oui. Ouais. Et le deuxième truc que tu as dit, c'était quoi? Rest of search? Ouais. C'est quoi? Il y a les la première ligne de placement sponsorisé et tout le reste. D'accord. Donc, il y a des modulations d'enchères où je peux mettre des pourcentages et dire à Amazon, si tu estimes que je vais avoir plus de ventes sur ces emplacements-là, je t'autorise à aller jusqu'à, j'ai plus les pourcentages en tête, mais je crois 500% ou 900%, c'est-à-dire à faire un multiple sur l'enchère que je spécifie. D'accord. Et il y a aussi... Pour te positionner dans le top of search. Pour te positionner dans le top of search. Donc, parce qu'on sait que c'est 35% des utilisateurs cliquent sur le premier produit, quelque chose comme ça? Ça peut être soit parce que tu l'as vu sur ta campagne, parce que quand tu regardes ta campagne, tu peux voir la répartition de ton budget et de tes ventes par emplacement, qui est très différent d'une campagne à l'autre et d'un compte à l'autre. Donc, tu peux voir que pour ton produit dans ta catégorie, le top of search marche très bien pour toi et tu peux dire à Amazon, OK, je vois que ça marche, je t'autorise à faire 200% sur ces emplacements-là. Donc, ça, on peut le faire d'un côté. De l'autre, on peut dire aussi à Amazon, mes enchères, je te donne le prix que je suis prêt à payer pour un clic, mais je t'autorise à augmenter ou à baisser si tu estimes que c'est mieux pour moi. Donc, tu as ce qu'ils appellent les bidding strategies, qui est aussi une configuration dans la campagne à l'intérieur de la console. Et quand on commence à combiner des modulations qu'Amazon permet directement dans une campagne, enfin, c'est très courant comme configuration, on rentre dans une combinatoire où quand ça se combine, ça peut faire des multiples, des fois délirants. Donc, on peut spécifier 20 centimes le clic, mais avec ces configurations-là, on peut monter à 2 euros, 3 euros, parce que ça peut se combiner. Donc, le troisième conseil, c'est de ne jamais combiner
les modulations de bids, enfin les configurations internes des campagnes, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises d'enchères très élevées et de coûts par clic très élevés. Et les enchères très élevées, mais du coup, j'irai au-dessus du budget que je peux avoir capé? Non, mais tu peux Tout dépenser mon budget, quoi. Ouais, le verre à vin, tu peux avoir un clic à 5 euros. C'est contre-productif. Okay. Non, tu peux jamais aller au-dessus du budget. Okay. Tu as vu, toi, alors sans les citer, mais parmi vos utilisateurs, des erreurs à ne pas commettre? Donc là, tu nous as donné 3 conseils pour se protéger, on va dire, mais tu as des pieds dans le tapis que tu as pu voir. Il y a aussi, si on est dans des catégories où il y a des recherches génériques à fort volume. T'as un exemple? Un exemple, des casques audio. Un casque audio, il peut être pertinent sur du mot-clé AirPods ou Sony, ou si par malchance on est indexé par Amazon, on est rattaché à une recherche très générique à fort volume par Amazon et qu'on fait la pub dessus, on peut très vite épuiser tout le budget sur des mots-clés à fort volume qui sont pas très pertinents. Après, Amazon, ils comprennent ensuite, mais ça va être trop tard parce qu'on a déjà... On aura dépensé et c'est contre-productif et inefficace, quoi. Exactement. Donc, si, par exemple, des cases pour AirPods, par exemple, faut s'assurer qu'on vise pas AirPod tout court. Donc, case pour AirPods, c'est très différent de AirPod. Et AirPod, il y a énormément de trafic très concurrentiel et on va juste épuiser tout le budget dessus. Donc, ça aussi, c'est une erreur assez qui peut coûter cher. Ok. Très clair. Donc, et si je me lance ou je veux optimiser mes ads, qu'est-ce que tu nous conseilles de regarder comme KPI? On a parlé de l'ACOS, on a parlé du TACOS pour aussi intégrer mes ventes organiques. Qu'est-ce que je regarde d'autre pour adapter mon budget et mes campagnes? Pour les produits à repeat, la lifetime value. Oui. Donc, ça se combine avec le TACOS pour optimiser les campagnes. Comment je la regarde, ça, sur Amazon? Je sais qu'ils ont un rapport dans Brand Analytics. D'accord. Qui donne des infos sur le repeat. C'est le seul endroit que je connaisse qui le donne, en plus des outils externes. Mais sinon, il y a Brand Analytics. Pour avoir accès à Brand Analytics, il faut avoir une marque enregistrée. Pas tout le monde a accès, mais il suffit d'ouvrir un ticket au support Amazon pour dire j'ai une marque, donnez-moi accès. Et on peut directement accéder au repeat. Et j'aurai accès au repeat de mon produit, de mon ASIN. Exactement. J'aurai jamais la vision à l'utilisateur comme je peux avoir en B2C. Hein. Ouais, non. Qu'on soit clair aussi avec les attentes sur le repeat. L'objectif, c'est de voir quand j'investis sur ma campagne, si c'est sur des produits à repeat, tant mieux. Exact. Après, pour les gens qui aiment bien cruncher de la donnée, il y a une donnée brute côté Amazon qui peut être exploitée pour avoir presque de la donnée au niveau utilisateur, mais qui donne que les ventes. Pour ceux qui veulent pousser plus loin, il y a les rapports d'orders, des ventes, où il y a un identifiant utilisateur qui est anonymisé. Ouais. Sur lequel on peut agréger dans le temps. Si on récupère le rapport sur 1 an ou 2 ans, en l'historisant, on peut aller grouper par identifiant anonymisé et voir les utilisateurs qui répètent. Bien évidemment, on n'aura aucun moyen de les contacter, on n'aura pas d'infos sur eux et on n'aura pas... Non, mais ça te donne un bel insight sur exactement. ce repeat, justement, entre autres. Mais que le repeat. On n'aura pas ce qu'ils ont recherché, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont cliqué, etc. Aucune autre info. Comme ce qu'on pourrait avoir sur notre propre site. Ok, mais en tout cas, ça me permet de choisir d'inclure ces ASIN dans mes campagnes. Exactement. Ok, donc tu nous disais ACOS, TACOS, Repeat. LTV. Ouais, le repeat, pardon, excuse-moi. Ouais. Et c'est tout. Qu'est-ce que je regarde d'autre? C'est déjà bien. C'est très bien. Et oui, un dernier point aussi, c'est là encore, c'est très dépendant des catégories, mais la majorité, pour un produit donné, c'est la règle des 80-20. 80% du trafic est fait avec 20% des mots-clés et souvent ça se joue à quelques mots-clés qui font la différence. Donc s'assurer
qu'on couvre bien les quelques mots-clés importants dans nos campagnes et bien évidemment dans nos listings. Et idéalement, là on est dans un usage un peu plus évolué, suivre notre positionnement sur ces mots-clés-là, sponsorisé et organique. Ce qui peut avoir une influence sur la stratégie PPC ou advertising qu'on met en place. Bien sûr. Si pour un mot-clé, si je fais du verre à vin, je suis sûr que le mot-clé verre à vin, enfin je suis sûr non, mais je suppose, va générer, je sais pas, 60-70% du trafic pour ce produit-là. Donc le mot-clé exact verre à vin, j'ai envie de voir où est-ce que je me positionne de manière organique, et en fonction de là où je me positionne, si je suis dans la page 2 ou 3, je sais qu'avec une publicité qui me permet d'arriver page 1 sur le mot-clé principal, ça va être de la vente purement incrémentale. Enfin, c'est de la vente incrémentale. Je suis pas juste en train de cannibaliser ma vente que j'aurais eue sans la pub parce que je suis déjà page 1 sur verre à vin. D'accord. Donc on voit que c'est du boulot, c'est très granulaire, mais ça vaut le coup et on peut se le permettre sur nos mots-clés principaux qu'il faut connaître de toute façon, si on veut opérer de manière optimale. Et est-ce que mon ranking sur les mots-clés, je peux les suivre avec M19 ? Oui, tout à fait. Donc depuis 5 mois, maintenant c'est possible à l'intérieur d'M19 de suivre les rankings sponsorisés et organiques. Et suivre ceux de mes concurrents ? Oui, tout à fait. Donc, verre à vin, je peux taper le nom d'une marque de verre à vin concurrente et voir comment est-ce qu'il rank sur verre à vin. Exactement, et comment le ranking évolue dans le temps. Et je peux aussi, on se limite pas au ranking, on peut aussi traquer les concurrents on peut traquer leur prix, comment évolue leur BSR dans le temps, comment les reviews et leur score de review évoluent dans le temps. On a plusieurs métriques, KPIs importants pour suivre des concurrents, comment on peut suivre nos produits et comparer dans le temps. Et l'objectif étant de construire mon compte de résultats, un potentiel de vente et de voir combien est-ce que je peux espérer dégager en vente si j'arrive à me positionner comme acteur numéro 3 de la sous-catégorie. Je te vois sourire. Oui. Non, ça, c'est la next step, c'est l'étape suivante, qui est effectivement faire des market insights, estimer une taille de marché, estimer les volumes de vente d'un concurrent ou d'un produit donné, voir comment on se positionne dans la catégorie, est-ce qu'on évolue, est-ce qu'on baisse dans la catégorie. Parce que ce qui peut arriver, c'est je peux avoir mes ventes qui augmentent ou qui baissent, mais ce qui importe, c'est comment non, c'est pas, oui, c'est important. Est-ce que j'évolue, est-ce que je vends plus ou moins, mais c'est aussi important de voir comment je me positionne dans la catégorie. Si j'ai mes ventes qui baissent de 10% alors que la catégorie fait moins 50%, je suis en train d'outperformer ma catégorie. Et inversement, si j'augmente de 10% alors que ma catégorie fait un x2, bon, mes 10%, ils sont moins bien que ce que j'aurais pensé, parce que quand j'ai la vue plus globale, je sais que j'ai plus de potentiel à aller chercher. Je pense que c'est ça que tu... Oui. Ouais. Hyper clair. Ça, on l'a pas encore. Catégorie management sur Amazon. Ouais. Pour regarder la catégorie, j'allais te demander, je fais la somme de mes concurrents ou j'ai des outils pour regarder la catégorie ? Il y a des outils. Il y a des outils qui permettent de le faire. Il y en a beaucoup sur le marché. Amazon commence même à donner des insights là-dessus. Il y a un rapport que je recommande à toute personne qui utilise Amazon, qui vend sur Amazon, qui est le Search Query Performance, qui est très très utile parce que c'est la seule donnée qui fournit des informations de vente sur des termes de recherche, pas que sponsorisés. Si je vends des verres à vin, sur ce rapport-là, je peux voir sur verre à vin quel est le volume de recherche sur Amazon par semaine, mois ou quarter, quel est le volume de vente généré sur le mot-clé verre à vin, organique et sponsorisé, et du coup je peux et dans ce rapport-là, j'ai ma part de marché sur le mot verre à vin. Après, à nous de reconstruire en groupant tous mes mots-clés,
voir quelle est la taille Ta part de vente et ta part de voix presque sur les... Exactement. Enfin, surtout ouais, tu peux faire la voix. Oui. Ok. Donc Amazon le fournit à un niveau très granulaire. Il faut grouper pour avoir le niveau catégorie. Ce qu'on n'aura pas, c'est les tailles des catégories où on vend pas avec ce rapport-là. Est-ce que tu peux détailler un peu? Si je vends des verres à vin, je pourrais pas aller voir des bureaux. Enfin, dans la catégorie bureau, j'aurais pas d'insight dans Amazon de quelle est la taille du marché bureau. Je peux pas l'inférer de la manière de la même manière que j'ai D'accord. décrit. Mais du coup, donc pour avoir les infos sur ma catégorie, il faut que je sois vendeur. Exactement. Ok. Pour l'avoir à travers Amazon, pour avoir la donnée exacte à travers Amazon. Sinon, il y a les outils qui estiment ces catégories-là. Un peu comme on ferait en fait quand on se lance en retail dans une enseigne chez Monoprix et je me dis quelle est ma part de marché espérée, quelle est la taille du marché, comment est-ce qu'il progresse. L'objectif étant de faire un peu la même chose sur Amazon avec les données que tu viens de mentionner. Exactement. Ok, hyper clair. Et ce rapport est gratuit pour toute personne qui a une marque enregistrée dans Amazon. Super. On est au bout. C'est très très clair, très complet. Je te remercie infiniment. Je pense que le premier des messages et le premier des enseignements, c'est que il y a un tas d'outils qui existent. M19 en fait partie. C'est peut-être l'un des meilleurs, mais il y a un tas d'outils qui existent. Si vous vous lancez, ces outils vous facilitent la vie, donc pensez à les utiliser. Vous facilitent la vie, vous optimisez ensuite votre temps et vos campagnes. Il y a surtout un tas de choses à savoir et que ces outils du coup intègrent pour vous. Et reste au goût du jour. Donc ne passez pas à côté si vous vous lancez en PPC sur Amazon. Merci infiniment. Tariq n'était pas au courant, mais il a accepté de nous de faire un petit geste. Donc si vous voulez tester et si vous vous lancez, un onboarding vous est offert si vous venez de la part du panier. Donc vous allez sur m19.com. Il t'a coûté cher ce nom de domaine? Ou ça fait 20 ans que tu l'avais? Ah non, il était libre? Non, il nous a coûté cher. Il vous a coûté cher? Ouais, il nous a coûté cher. Combien? Quelques dizaines de milliers d'euros. Ah ouais, j'ai plus le chiffre en tête, mais ouais, ça c'est... Pourquoi M19? C'est Magellan. Ok. C'est la conquête d'autres continents. C'est un outil qui te permet d'opérer partout dans le monde et tu peux, en quelques clics, ouvrir un compte et opérer en Allemagne, aux US, en Australie, au Japon. Bah d'ailleurs, on opère sur toutes les marketplaces que propose Amazon. Mais alors pourquoi le 19? Pardon, je suis peut-être idiot, mais bah c'est l'année. 2019. Ouais. Enfin, vous êtes lancé. Bah il y a 2019 et il y a l'année que j'ai oubliée. C'est pour ça que non pas 1900, 1000, je sais plus. Ah d'accord. Pardon. On la retrouvera sur Fernand de Magellan en quelque chose en 19. Très bien. Donc parti de Séville en 1519, il découvre effectivement un passage très au sud des terres, jusque-là exploré. Merci. Le détroit de Magellan, en 1519, M19. Petit cours d'histoire en prime, c'était le bonus. Voilà le panier, on donne, on partage. Si vous venez de la part du panier, inscrivez-vous sur m19.com et n'oubliez pas de dire que vous venez de la part du panier et Tariq vous offre très généreusement un onboarding. Merci infiniment. Vous retrouverez Tariq Berada Mima, alors c'est H-M-I-M-A sur LinkedIn si vous avez des questions. Berada avec 2 R. Voilà, Berada Tariq sur LinkedIn si vous avez des questions. Encore mieux, mon adresse mail. LinkedIn maintenant il est pollué de spam. Tariq.m19.com. Allez, Tariq@m19.com. Je n'ai pas de part dans M19 et Tariq a accepté de nous partager toutes ces bonnes pratiques et je trouve ça très cool. Merci infiniment à toi. Merci à toi Julia aussi. Merci à toi Laurent pour l'accueil. Et merci. Chers auditrices, chers auditeurs, passez une excellente journée. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire.
Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.